souhaité faire entrer notre solution. Alors, plus précisément, nos premiers clients nous ont invités à nous faire qualifier par l'ANSSI parce qu'ils avaient déjà fait l'acquisition de nos solutions. Donc, nos métiers, c'est la détection, d'une part, détection des attaques avancées, la conformité, c'est un métier qui en soi, pour ceux qui connaissent, est assez riche et assez impactant. Et aussi, globalement, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est threat intelligence, comprendre l'environnement, comprendre les menaces et pouvoir vous protéger très tôt par rapport aux menaces qui arrivent, qui vous concernent aujourd'hui et qui vont arriver demain. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, depuis plusieurs années, on rencontre chez nos clients les mêmes questions en fait, sur la partie sonde. Alors, ça concerne les produits de Gatewatcher, mais c'est aussi une question très générale. C'est je veux mettre des sondes, je veux surveiller mon réseau, surveiller mes flux réseau, mais où, comment, quel point d'écoute, pourquoi ce point-là et pas tel autre, qu'est-ce qui est de plus intéressant. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous faire participer de notre retour d'expérience. Donc, Gatewatcher, depuis 2015, a déployé plus de 300 sondes. On est bien au-delà des 300 sondes aujourd'hui. On a déployé des sondes dans des cadres réglementés par la loi de programmation militaire, entre autres, mais aussi d'autres cadres. Dans des cadres non réglementés, nos premiers clients n'étaient pas dans des cadres soumis à une quelconque réglementation. C'était des clients qui avaient besoin de détection. Et enfin, ces déploiements ont été faits par nos partenaires, par l'équipe de Gatewatcher ou par les clients. Donc, on a vraiment eu tous les cas de figure possibles. Et ensuite, enfin, l'exploitation des sondes, une fois mise en place, a été réalisée par les clients eux-mêmes ou par leurs prestataires. Donc, encore une fois, la mise en place des sondes doit aussi prévoir la façon dont elles seront exploitées. Donc, globalement, pour parler de déploiement, il faut parler des objectifs de ces déploiements. Donc, il y avait un objectif premier qui était la protection contre les intrusions, comment voir des intrusions. Il y avait aussi un objectif plus général qui était d'analyser l'activité réseau à des points stratégiques, des points névralgiques. Donc, quand je dis point névralgique, par exemple, c'est un point précis d'interconnexion avec un de vos clients sur lequel vous avez une dizaine de flux applicatifs et vous voulez vraiment savoir ce qui se passe sur ces flux parce que vous estimez que le risque est important. Et il y a aussi une meilleure visibilité globale des activités malveillantes, dans le sens, voir par exemple une communication qui sort de votre infrastructure qui, a priori, a été initiée par un code malveillant. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut voir rapidement. Et enfin, un objectif aussi de conformité, comme je l'ai dit précédemment. Donc, nos secteurs d'activité, on a globalement des clients qui sont répartis équitablement dans différents secteurs, finance, transport, énergie, secteur public, défense et autres. Ok, merci Alexandre. Et donc du coup, pour enchaîner un petit peu sur la partie technique et du coup répondre à la problématique de ce webinaire, on va rentrer tout de suite sur la partie justement très importante qui est l'emplacement en fait des sondes de détection. Et aujourd'hui, il y a deux approches principales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une approche par les risques et une approche par la conformité. Aujourd'hui, c'est hyper important de bien positionner la sonde parce que ça va nous permettre de voir, d'être en capacité de voir ou de ne pas voir certaines attaques. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être fait chez beaucoup de nos clients, ça va être une identification des risques principaux sur le système d'information. Quels sont mes assets les plus critiques, c'est-à-dire quels sont les serveurs les plus impactants par rapport à mon métier, si je suis dans le bancaire, si je suis dans l'industrie, etc. Et du coup, en fonction de ça, on va déterminer du coup les éléments les plus critiques et les protéger. Et après, ce qui est important d'identifier, c'est les moyens de sécurité déjà en place. Ce qui est intéressant avec une solution comme Gatewatcher, c'est qu'on va être positionné en dérivation sur le réseau. Donc, on ne va pas avoir d'impact sur le réseau, contrairement à un IPS, un firewall et autres. Et donc, on va vraiment avoir une possibilité d'être beaucoup plus fin en termes de détection, parce que du coup, on va travailler sur une copie du trafic réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et en général, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gatewatcher va se positionner de façon non exhaustive sur le premier cas, donc les flux nord-sud, donc pour identifier tout ce qui va être les flux qui vont venir d'Internet, etc. Parce qu'en général, on sait aujourd'hui que la majorité des menaces viennent d'Internet, donc on va se positionner sur ce genre de choses. Et le deuxième cas, ça va être le flux est-ouest pour justement tout ce qui va être menace interne et qui aujourd'hui est une problématique assez importante dans les systèmes d'information. Donc c'est vraiment une approche qui est importante aujourd'hui d'avoir en tête, c'est cette notion de risque et de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut détecter, sur quel périmètre, etc. Donc en fonction de ça, du coup, on va positionner nos notions sur telle ou telle partie du système d'information. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va vraiment être la notion de régulation. Aujourd'hui, il y a plusieurs, donc là j'en ai mis trois sur le schéma, hein.
sur la partie française avec la loi de programmation militaire, la directive Nice au niveau Europe et la loi 0,520 par exemple pour la partie marocaine. Ce sont des régulations qui vont demander la présence de sondes pour détecter justement des activités malicieuses sur le réseau. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que le positionnement dans la loi de programmation militaire est assez strict, c'est-à-dire qu'il va falloir identifier les flux entrants et sortants d'un système d'information vital. Aujourd'hui, donc, un organisme d'importance vitale, donc un OIV, par exemple pour la partie française, hein, va devoir identifier ces périmètres sensibles, donc ces SIIV, donc ces systèmes d'information vitaux, et va devoir positionner des sondes de détection en entrée et sortie de ces systèmes, de façon à pouvoir identifier toutes les communications qui rentrent et qui sortent de ce fameux SIIV. Et donc du coup, on va avoir cette approche-là aussi qui va des fois imposer un positionnement réseau pour des sondes de détection. Donc c'est hyper important de savoir dans quel contexte légal on se situe, est-ce qu'on est soumis à des régulations, et si oui, est-ce qu'il y a une obligation sur le positionnement des sondes. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc en plus de la partie risque, c'est vraiment la partie régulation. Ce qui est important, donc ce qu'on peut voir sur le schéma, c'est que du coup, en fonction après des différents points qu'on aura évoqués sur la partie risque et régulation, on va positionner un ensemble de sondes sur du coup, les périmètres qu'on aura identifiés. Que ce soit du périmètre, donc par exemple du périmètre interne comme du LAD, du LAN, du backbone ou autre, que ce soit sur du flux Internet, sur de la sortie de DMZ, ou même sur du lien partenaire. L'idée, c'est vraiment de positionner les différents GCAP sur ces points de capture qu'on aura identifiés, et après de les fédérer en centrale avec un seul et même manager qui lui va piloter les politiques de sécurité, les configurations, etc. des différentes sondes. Et puis évidemment, après, si on veut envoyer toutes ces alertes qui ont été détectées vers un SIEM, on peut le faire comme vous le voyez sur le schéma. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est où positionner mes sondes pour détecter au mieux les menaces. Ensuite, donc deuxième point, ça va être la partie dimensionnement. Donc là, on a fait un premier point sur la partie positionnement dans l'architecture. Maintenant, on va aller sur la partie dimensionnement. Sur la partie dimensionnement, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que on va d'abord commencer par la partie sonde. On va d'abord identifier les différents points de capture et identifier les éléments liés à ces points de capture. C'est-à-dire que est-ce que le flux, est-ce que le lien, on est sur de l'Ethernet, donc de l'RJ45, est-ce qu'on est sur de la fibre multimode en 10 Go SR par exemple, etc. On va identifier en gros la caractéristique du point de capture pour après mettre en place un moyen de récupération de ce flux-là. Donc pour ce faire, on va avoir plusieurs façons de faire. On va soit avoir par exemple la présence de tapes sur le réseau qui sont des petits boîtiers qui permettent justement de faire de la copie, qui peuvent être utilisés ou non avec des agrégateurs si jamais il y a une volonté du coup d'agréger les flux. L'idée c'est d'avoir plusieurs tapes et un seul agrégateur par exemple connecté à la sonde. On peut récupérer aussi le flux avec donc, des network packet brokers qui sont en fait un mélange de tapes et agrégateurs mais beaucoup plus intelligents qui sont en capacité de faire du filtrage, de la manipulation sur les paquets, de la déduplication de paquets, etc. Et dernier point, ça va être l'autre possibilité, ça va être la partie port mirroring ou éventuellement inspection SSL. Donc qui là sont des technologies logicielles, donc implémentées soit sur des switches, soit sur des routeurs ou des proxys, et qui elles vont avoir la capacité donc de recopier les paquets et potentiellement de les déchiffrer. Donc c'est aujourd'hui les trois moyens de récupérer du flux. Et donc du coup, c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on va vouloir mettre en place des sondes dans son réseau, c'est par quel moyen technique je récupère le flux. Est-ce que, et puis le dernier point, c'est est-ce que aussi je suis soumis à la loi de programmation militaire qui, par exemple, elle exige d'utiliser des boîtiers de tape pour récupérer le flux. Ensuite, deuxième point, ça va être la caractéristique en fait, du coup, des différents médias qui vont être utilisés. Par exemple, si on veut récupérer du flux qui passe sur de la fibre 10 Go, on aura des contraintes de distance différentes que sur du RJ45. Je crois que sur du RJ45, on est à peu près un peu moins de 100 mètres, et sur du 10 Go, on doit être à 200 ou 300 mètres, il me semble. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va positionner les éléments et on va pouvoir tirer des câbles dans les jarretières à des distances maximales qui dépendent du coup du média sur lequel le flux réseau est transporté. Donc ça, c'est un point qui est important. Et enfin, donc, dernier point, ça va être du coup de savoir si on positionne une seule sonde ou plusieurs sondes, par exemple, sur un même site géographique, soit dépendant du coup des différents médias utilisés, soit peut-être dépendant du coup des contraintes
qu'il peut y avoir chez le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir différents ports de capture identifiés sur la sonde et on va pouvoir remonter les informations par port de capture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des politiques de sécurité différentes par port de capture et on peut même aussi identifier le flux par interface de capture. Ce qui fait que derrière, si on attribue un port physique à, je sais pas moi, le flux de la DMZ, l'autre port physique à le flux backbone, etc., etc., ben, on a un moyen très pratique d'identifier d'où vient le flux pour après correctement interpréter les alertes. Donc on va vraiment définir notre positionnement de sonde par rapport aussi à ces éléments-là. Donc une fois qu'on a défini l'architecture des sondes et leur positionnement, leur dimensionnement, donc en fonction du débit et des fichiers, des événements par seconde, on va dimensionner donc le manager qui lui va piloter l'ensemble des sondes. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que on va travailler donc sur la quantité globale de débit à traiter, et puis indirectement le nombre d'événements par seconde, le nombre de fichiers qui peut passer sur le réseau, pour définir du coup un manager. C'est un élément qui est assez important parce que plus on aura de sondes, plus on aura besoin d'avoir un manager puissant. Si on a plusieurs sondes de 10 gigas par exemple, pareil, il faudra avoir un manager qui soit suffisamment dimensionné pour supporter ces différentes sondes. Aujourd'hui, hein, juste pour faire une petite parenthèse sur la partie positionnement de nos sondes, on va avoir des sondes qui sont en capacité de gérer entre 10 mégabits seconde à 40 gigabits seconde. Et l'idée, c'est que on peut en déployer plusieurs connectés à un seul et même G-Center qui du coup doit être dimensionné. Les éléments qui sont importants, donc ça va être le débit, comme je l'ai déjà dit, les événements par seconde, donc ce qu'on appelle tout ce qui va être lié au protocole, donc par exemple HTTP, SMTP, DNS, SSH, etc. Tout ça, en fait, ça va générer des événements sur la solution, donc ce qu'on appelle, nous, des métadonnées. Et en fait, il va y avoir de la configuration et du traitement particulier avec ces éléments-là. Donc, en fonction de ce qu'on va vouloir faire en termes de détection, c'est-à-dire que si on veut une solution que pour faire de l'alerting, on ne sera pas forcément obligé d'activer toutes les métadonnées. À ce moment-là, on peut avoir un manager qui est un peu plus puissant et qui permettra de gérer un peu plus de sondes. Et si par contre on veut avoir toutes les métadonnées du réseau, sur tous les protocoles, etc., là, il va falloir adapter la configuration du manager pour gérer justement ces métadonnées en plus des alertes. Donc il y a la même problématique côté fichier, on va en parler un petit peu plus tard, mais du coup on peut configurer les fichiers à souhait sur ce qu'on veut voir. Et donc du coup, une fois qu'on a défini notre politique globale à la fois de sonde et du manager, on va pouvoir identifier la version du manager qu'il nous faut et qui sera capable de piloter les sondes qu'on aura définies. C'est ce qu'on a un petit peu sur le schéma. Donc on va avoir le point de capture qui va être identifié sur la gauche, soit via un tab, soit via du port mirroring. On va avoir le GCAP ou les GCAP qui vont faire un premier niveau d'analyse, qui vont récupérer du coup cette copie de trafic, vont générer des alertes, vont générer des méthodes de données, etc. Tous ces éléments-là vont être envoyés au manager, donc au G-Center, qui lui va les traiter et les analyser. Et après, on va voir un petit peu par la suite par quels moyens il va les traiter et du coup l'optimisation qu'il va faire sur ces moyens-là. Mais l'idée, du coup, c'est que ce manager-là, il récupère l'ensemble des informations de GCAP et les met à disposition graphiquement par son interface web ou alors les envoie vers le SIEM pour que ce soit corrélé avec d'autres événements, système, firewall, etc., etc., par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un niveau de paramétrage possible au niveau du G-Center pour sélectionner les événements qui doivent être envoyés vers le SIEM. Donc, ce n'est pas le sujet de la présentation, mais voilà, si on le souhaite, on aura des possibilités à cet endroit-là. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur le fonctionnement de la solution et l'optimisation qu'il y aura derrière, donc la solution aujourd'hui, elle a 5 modules de détection qui sont présents. L'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble de modules de détection différents qui ont des moyens techniques différents d'approches différentes pour le mettre le plus de chances de notre côté de détecter des menaces. On va avoir des modules qui sont un peu plus historiques, enfin un peu plus orientés traffic and payload sur la partie SIGFlow par exemple. On va avoir des choses un peu plus innovantes sur la partie codebreaker qui sont vraiment orientées shellcode encodé, donc je vais y revenir. Des modules orientés fichiers, qu'on voit sur la droite avec Malcore et Retroact. Et après des modules, on va dire, comportemental qui utilisent du machine learning pour justement détecter les menaces qui sont appropriées avec ce genre de détection. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces 5 modules de détection qui fonctionnent en temps réel sur le réseau pour
avoir le plus de chances de détecter de l'activité malicieuse. Le premier module, donc, qui est le module SIGFlow, donc c'est le module, on va dire, IDS de la solution. Donc, il faut savoir que c'est un module qui, par défaut, inclut à peu près 50 000 règles, séparées en différentes catégories, différentes sources. Comme l'expliquait un peu tout à l'heure Alexandre, on est aussi une entreprise qui fait de la threat intelligence à travers l'Inst InfoSec, et donc du coup, on a la capacité d'avoir des règles de détection les plus à jour possibles. Et donc, sur ce module-là, sans rentrer dans le détail des règles, il va y avoir de l'optimisation possible sur ce qui va pouvoir être remonté. On va avoir plusieurs points. Le premier, donc, ça va être l'optimisation au niveau des règles de détection. C'est-à-dire que on va pouvoir, par exemple, identifier les catégories de règles qui sont peut-être les plus appropriées à mon système d'information. Si par exemple, je n'ai pas de flux industriel, du DNP3, du Modbus, etc., sur mon réseau, ça sert sûrement à rien d'activer les règles Modbus, DNP3, etc., par exemple, qui sont présentes dans la solution. Si j'ai des menaces qui concernent des serveurs web, peut-être que je peux uniquement activer mes règles qui concernent la partie web, les attaques d'applications web, etc. On va vraiment avoir une sélection des règles, des catégories qui va devoir se faire pour optimiser la détection. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on conseille souvent, c'est de faire un déploiement par lot au niveau des règles, c'est-à-dire qu'on va prioriser la sélection des catégories en fonction du coup des risques et des éléments applicatifs que j'ai dans mon système d'information. Et après, on va élargir pour être de plus en plus sensible, de façon à éviter de mettre toutes les règles d'un coup et peut-être d'avoir une génération trop importante au début d'alerte, de façon à ne pas étouffer, on va dire, les équipes sécurité. C'est un élément important. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les règles les plus appropriées et élargir le périmètre comme ça, de façon à du coup avoir une détection la plus efficace possible, qui se concentre sur les menaces d'abord les plus avancées et qui après devient de plus en plus fine. Troisième point, donc c'est la partie métadonnées. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la solution, elle est en capacité de remonter tout ce qui va être transaction protocolaire sur le réseau. Par exemple, si on a du DNS, si on a de l'HTTP, du SMTP, du FTP, du SMB, etc., du TLS, on va pouvoir loguer ces informations-là, qui ne sont pas des alertes, mais qui sont simplement en fait de l'activité réseau. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui parce que ça permet de faire derrière du hunting, donc de la recherche sur l'activité qu'il y a eu précédemment lors d'une attaque par exemple, et de dire, OK, si jamais je veux identifier toutes les communications DNS d'une machine qui a été infectée, je suis en capacité de le faire si j'ai activé les métadonnées DNS. Donc pareil, en fonction de nos besoins, etc., on va devoir activer ou non certaines métadonnées. Donc ça, c'est important, il faut bien définir ce qu'on veut faire avec la solution, ce qu'on veut observer, pour derrière avoir les capacités de détection qui sont présentes. Quatrième point sur ce module-là, donc c'est un module qui nécessite quand même une bonne configuration pour être le plus efficace possible, ça va être de définir les variables d'environnement réseau. C'est un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des règles qui vont sonner dans un sens particulier de détection. Par exemple, si mon sens c'est de l'intérieur vers l'extérieur, à ce moment-là, je lève une alerte. Ou inversement, si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur de mon réseau, c'est quelque chose qui peut être malveillant ou pas. Donc on va pouvoir définir en fait un ensemble de variables réseau qui va du coup, contenir en fait l'ensemble de mon réseau interne privé. Donc ça peut être du 10.0.0.0 par exemple, ça peut être du 192, etc., etc. L'idée, ça va vraiment être de définir notre réseau interne sur la solution de façon à identifier les communications uniquement lorsqu'elles sont malveillantes. Par exemple, du DNS qui va vers l'extérieur, ça reste légitime. Et par exemple, une requête DNS qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, là, c'est plus problématique. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, un tunnel qui aurait été monté à travers un DNS? Et donc, du coup, on va avoir des règles qui vont sonner uniquement dans un sens particulier. Et c'est important d'identifier ces éléments-là. Et donc, tous ces éléments-là vont nous permettre après, derrière, d'éliminer au maximum les faux positifs. Et après, si jamais il reste des faux positifs qui sont présents, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir whitelister les différentes règles de détection en fonction, par exemple, d'une adresse IP, d'un réseau. Si on identifie, par exemple, que j'ai mes serveurs RDP qui sont positionnés dans tel réseau, je peux whitelister, par exemple, tout ce qui va être toute l'activité RDP qui va être à destination de ces serveurs web, de ces serveurs RDP. Donc, on va pouvoir, comme ça, aller très finement dans la configuration réseau de façon à limiter au maximum les faux positifs. Et l'idée, c'est qu'au
au bout de quelques sessions, on se retrouve avec une solution qui est optimisée pour les différents du coup, de menaces qui sont sur le réseau. Et de cette façon, la prochaine menace, on va dire, qui va arriver, sera tout de suite mise en valeur parce qu'il y aura très très peu d'alertes, très très peu de faux positifs sur le réseau. Ensuite, donc Codebreaker. Alors Codebreaker, c'est un module donc, qui va être orienté détection de shellcode. Alors pour rappeler rapidement ce que c'est qu'un shellcode, ça va être c'est la capacité technique d'un attaquant pour exploiter une vulnérabilité, par exemple sur un serveur web, sur un serveur de fichiers, etc. Et aujourd'hui, les attaquants les plus malins, ils vont utiliser un mécanisme d'encodage sur les shellcodes pour camoufler leurs traces et justement ne plus être détectés par les règles IDS standards. Et donc ce qu'on fait nous avec Codebreaker, c'est qu'on va avoir cette capacité de détecter les shellcodes, même lorsqu'ils sont encodés, même lorsqu'ils sont polymorphes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une succession d'encodages qui vont être présents. Et du coup, on va avoir cette capacité de les détecter, de les désencoder et après de les émuler pour faire apparaître les différents appels système. Donc ça, c'est hyper important aujourd'hui parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui est fait par un shellcode. Est-ce que le shellcode, il ajoute un compte sur la machine victime? Est-ce qu'il essaye d'ouvrir un reversiel sur la machine de l'attaquant? Est-ce qu'il essaye de supprimer un compte? Enfin, voilà, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Et donc l'idée, ça va être d'avoir une vision claire de la détection des appels système faits par le shellcode avec ce module. Et ce module-là, il faut savoir que il génère très peu de faux positifs parce qu'en fait, vu qu'il y a quand même un mécanisme de désencodage multiple qui peut être appliqué, qui a un mécanisme après des émulations derrière qui est appliqué, il y a peu de chances que ça génère un faux positif dans le sens où si on arrive à l'étape d'émulation et qu'on a les différents appels système, ça veut dire que toutes les étapes de désencodage ont bien marché et que l'étape d'émulation c'est bien marché et que du coup les différents mécanismes nous internes qui sont présents ont permis d'émuler ce code-là. Et donc ça veut dire que il y a quasiment aucune chance que ce soit un faux positif. C'est comme si on disait on avait détecté un malware et que le malware il était généré aléatoirement. C'est pas possible, on ne peut pas créer un malware comme ça. Il y a des méthodes, et c'est pareil pour la partie shellcode. Si on arrive nous à avoir les différents appels système et à les montrer dans l'interface, ça veut dire qu'on a réussi à bien détecter un shellcode et qu'il y a une menace qui est véritablement dans le système d'information. Donc c'est un module qui ne nécessite pas aujourd'hui beaucoup d'optimisation. Ensuite, donc là on est parti sur la partie fichier avec Malcore. Donc Malcore, c'est la capacité de la solution à reconstruire les fichiers sur le réseau et à les analyser en temps réel avec 16 moteurs antivirus. Rapidement, pour présenter le moteur, l'idée c'est qu'avec 16 moteurs antivirus, on va être complètement, le plus objectif possible d'un point de vue de détection et ça va éviter peut-être le syndrome du malware américain qui n'est pas détecté par l'antivirus américain parce que voilà, la signature n'est pas inclue volontairement dans la base de signature de l'antivirus américain. Et donc nous, on va intégrer pour éviter ça des antivirus américains, des antivirus asiatiques, des antivirus européens, des antivirus libres, commerciaux. Et donc comme ça, on essaie d'avoir un ratio avec du coup différents points de vue géopolitiques pour justement avoir cette détection la plus objective possible. Sur ce module-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir les fichiers qui sont reconstruits, donc soit en se basant sur l'extension, soit en se basant sur le magic, sur le magic byte du fichier. Et en fait, du coup, ça va nous permettre derrière de nous concentrer sur les menaces redoutées, on va dire, que vous pouvez avoir. Par exemple, si aujourd'hui vous travaillez beaucoup avec Office, etc., peut-être qu'identifier tout ce qui va être Excel, Word, PowerPoint pour justement identifier les fichiers qui pourraient contenir des macros, on va pouvoir par défaut reconstruire ces éléments-là et customiser du coup la reconstruction. Pareil, autre élément important, c'est qu'on va pouvoir reconstruire les fichiers en limitant ou en définissant une taille précise de reconstruction. Aujourd'hui, c'est important de définir des limites sur la solution parce que du coup, on est quand même sur une solution en temps réel qui peut des fois traiter du 40 Go et donc du coup, on va pouvoir définir une limite de reconstruction des fichiers. Ça évite de reconstruire un film, par exemple, qui va faire 2-3 Go et d'impacter la solution. Ça évite. Donc l'idée, ça va vraiment être de définir cette limitation-là et du coup de voir un petit peu comment est-ce que nous, avec nos risques et nos menaces et les technologies qu'on utilise, quelle taille on définit, quel type de fichier on sélectionne, etc. Dernier point, ça va être l'optimisation, on va dire, de la gestion des fichiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le module Malcore va pouvoir gérer une archive de différentes façons.
Est-ce qu'il considère l'archive comme un fichier global, ou alors est-ce qu'il considère chacun des fichiers contenus dans l'archive comme des fichiers individuels, et du coup il analyse chacun des fichiers de façon individuelle, etc., etc. Et en fait, on va avoir des optimisations possibles pour justement avoir la détection la plus efficace possible dans votre contexte. Pareil, si vous avez des archives avec mot de passe, on a une possibilité qui est de renseigner un mot de passe par défaut qui peut être utilisé du coup, pour la gestion des archives et du coup pouvoir extraire les éléments à l'aide du mot de passe qui sera fourni. Donc ça, c'est une des possibilités qu'on peut avoir. Et du coup, on va, en fonction de ces de nos systèmes d'information, etc., définir des politiques de gestion des fichiers et des archives directement dans la solution. Alors, en fonctionnement avec Malcore, on a un module qui s'appelle RetroAct. Alors, RetroAct, c'est donc le module qui va fonctionner, qui va rétro-analyser dans le temps en fait les échantillons et qui va le resoumettre à Malcore. Ce qu'il faut savoir, c'est que Malcore, c'est un petit peu comme un virus total embarqué, c'est-à-dire qu'il va analyser 16 moteurs, enfin, avec 16 moteurs antivirus, de façon complètement locale les échantillons. Et en fait, RetroAct, il va garder un échantillon dès lors qu'il aura été catégorisé comme suspect. Euh, Malcore va utiliser de l'analyse statique pour définir, justement, pour trouver un malware on va dire, infecté, etc., un peu comme Virus Total. Mais Malcore va aussi utiliser de l'analyse heuristique. En fait, l'analyse heuristique permet d'identifier les caractères suspicieux du coup, d'un malware, même s'il est inconnu. C'est-à-dire que du coup, il va pouvoir faire entre guillemets, une petite étape de décompilation de l'échantillon et d'identifier s'il a un comportement bizarre. Si jamais l'analyse heuristique de Malcore dit OK, cet élément il est suspicieux, RetroAct le récupère et RetroAct va le resoumettre dans le temps à Malcore pour voir si son niveau d'infection change. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une première analyse à J0, à J plus 7, donc une semaine plus tard, on a un deuxième niveau d'analyse qui va être géré par RetroAct et qui va être envoyé du coup à Malcore. Les bases de données antivirales se sont mises à jour entre-temps. Donc lors de la deuxième analyse, peut-être que le fichier, la signature aura été poussée dans les bases de données antivirales et un fichier qui était suspicieux lors de la première analyse va sonner comme étant infecté lors de la deuxième. Donc c'est hyper important parce que du coup, on va être capable de rejouer dans le temps comme ça des échantillons et on va pouvoir détecter des attaques a posteriori. Donc c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre derrière de pouvoir avoir l'information comme quoi il y a eu un malware qui est passé et derrière, va pouvoir remonter la kill chain dans un sens ou dans l'autre pour justement prendre les bonnes opérations de réaction. Donc là, on est sur un module pareil assez avancé qui est présent. Et ce qui est intéressant d'un point de vue optimisation sur ce module, c'est qu'on va pouvoir définir le nombre de rétroanalyses qui peuvent se faire. C'est-à-dire, est-ce que j'en veux une toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois? Combien j'en veux? Est-ce que j'en veux une, deux, trois, quatre, cinq? Est-ce que je veux appliquer cette analyse uniquement sur les fichiers infectés et suspicieux, par exemple? Ou alors, est-ce que je veux même que ça considère les fichiers clean, être en mode paranoïaque, par exemple, et dire que je considère même mes fichiers clean comme étant des fichiers potentiellement suspicieux, et à ce moment-là, du coup, tous les fichiers clean vont être rétro-analysés. Donc là, on est vraiment dans un mode de paranoïa assez important, mais qui peut du coup être intéressant pour des contextes extrêmement critiques. Donc on peut vraiment optimiser ce module-là et l'adapter en fonction du coup du besoin. Donc c'est quelque chose qui va être assez intéressant en fonction du coup, pareil, des menaces et du périmètre dans lequel on se situe. Et enfin, dernier module, donc c'est le module donc, de machine learning. Donc aujourd'hui avec le machine learning, pour préciser un petit peu ce qu'on fait, on va détecter deux cas d'usage. Le premier, ça va être la détection donc, de serveurs de command and control qui sont inconnus, utilisant du DGA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les malwares les plus avancés, plutôt que de communiquer vers un CNC qui est connu avec un domaine et ou une IP qui sont connus, qui ont mauvaise réputation, et en fait, l'attaquant va intégrer un algorithme de domaine donc de DGA, donc de domaine generated algorithm, qui va générer des noms de domaines aléatoires en fait, de connexion. Les premières tentatives vont échouer dans le malware parce que du coup, le nom de domaine ne sera pas acheté par l'attaquant. Et dès lors que l'attaquant veut récupérer la main sur son malware, il va acheter le prochain nom de domaine en regardant de son côté son algorithme de DGA et dire ok à tel moment quel est le nom de domaine qui va être utilisé par mon malware chez mon client, chez le client et quel est du coup son nom de domaine. Donc à ce moment-là, l'attaquant va acheter ce fameux nom de domaine et lors de la prochaine communication du coup du malware qui est déployé dans l'infrastructure, le nom de domaine du coup va être résolu et l'attaquant peut récupérer la main sur son malware comme ça.
Et du coup, là, on va pouvoir bypasser tous les mécanismes standards qui vont être firewall, IPS et compagnie, qui se basent sur des choses, on va dire, assez classiques. Parce que du coup, là, on va être sur un CNC qui n'a aucune mauvaise réputation, qui est complètement vierge, et qui du coup est extrêmement efficace pour récupérer la main avec un malware, par exemple, qui a été déployé dans une infrastructure. Donc c'est une méthode qui est assez intéressante et qui nous a justement permis de détecter l'attaque Sunburst il y a quelques mois. En avance de phase, avant même que savoir que c'était cette attaque-là. Et puis, deuxième point sur le machine learning, c'est qu'on va être en capacité aujourd'hui de détecter, pareil, les fichiers PowerShell qui sont malicieux, mais qui sont offusqués. Aujourd'hui, les fichiers PowerShell, on va dire, malicieux standards, ils peuvent être détectés par Malcore, mais dès lors que, il y a une couche d'encodage qui est ajoutée, donc des mécanismes d'offuscation comme de l'encodage en insertion kite, du white spacing et autres, euh, le fichier PowerShell, en fait, va être en capacité, enfin, va pouvoir être offusqué et bypasser en gros les mécanismes de détection standard. Et donc, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va reconstruire le fichier PowerShell et on va détecter la présence d'encodage sur ce PowerShell en regardant son architecture, comment il est agencé, etc. Et on pourra du coup identifier la présence d'offuscation et donc le caractère malicieux. Donc, c'est les deux éléments qu'on fait. Et donc, sur ces modules-là, c'est pareil, c'est des éléments qui sont pas forcément fortement générateurs de faux positifs, dans le sens où, en général, si on a une probabilité qui est très élevée, ça veut dire qu'il y a quand même une probabilité que ce soit un nom de domaine ou un script PowerShell qui soit malicieux. Après, on a des mécanismes internes justement pour whitelister les éléments, que ce soit des noms de domaine ou que ce soit du côté PowerShell, et qui justement sont présents dans la solution pour toujours optimiser la détection en fonction des contraintes qui peuvent se trouver dans l'environnement. Donc c'est bon pour moi. Alors, on va passer à l'espace au temps de questions-réponses. Merci pour votre écoute. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que toi, Alex, tu as noté des points dans le chat ou autre? Non, je pense qu'on va laisser la parole à nos invités. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. S'il y a des Alors, points. tout le monde a le micro coupé, hein, donc si quelqu'un veut s'exprimer, il ne faut pas penser à rendre actif votre micro. Oui, bonjour, Vincent Witt, société Soprasteria. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai pas de questions là. Je suis chef de projet et c'est vrai que la présentation est très technique, très complète. Donc, je vous remercie pour la présentation. Merci pour le retour, Vincent. Ça fait toujours Merci. plaisir. Et s'il y a aussi des points que vous voulez aborder, même sur ce que j'ai précisé, etc., n'hésitez pas, hein, sentez-vous libre. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont de France probablement. Je reconnais quelques noms. Il y a aussi probablement aussi des amis du Maroc, je crois. Je sais pas s'il y a des questions de ce côté-là. Bonjour, Jérôme Sivry, Soprasteria. Bonjour Jérôme. J'ai une question dans le cadre de conformité de loi de programmation militaire Mhm. sur un SIV et qui est administré par une zone d'administration dédiée à ce SIV. Est-ce qu'il est nécessaire et obligatoire de capturer le trafic qui rentre dans la zone d'administration du SIV ou est-ce qu'on la sépare du SIV? Alors, de ma compréhension, mais pareil, je suis pas du tout expert et en gros, GetOcean n'a pas forcément le rôle de conseil, il ne peut pas prendre cette responsabilité-là, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut à la fois monitorer en gros le SIIV et il faut aussi monitorer le système d'information qui derrière va administrer et exploiter en gros les sondes présentes. Donc en fait, pour moi, il faut qu'il y ait normalement, il doit y avoir des sondes à deux endroits, au niveau SIIV et niveau réseau d'administration. Ouais. L'accès à C'est ce ça. SIV. Ok, C'est ça. très bien. Mais à confirmer, mais de ma compréhension, c'est ça.
J'en ai la même compréhension. Je voulais Ok, avoir votre opinion. Merci. je vous en prie. Alexandre, on a une question sur le chat. Oui. Hop. Alors, c'est une bonne question pour la partie 100 Go. Alors, il faut savoir que sur la partie 100 Go, donc, alors pour reprendre la question, hein, donc pour les routeurs ayant des ports de 100 Go, quel type de sonde doit-on utiliser? Aujourd'hui, on travaille sur le 100 Go. Alors, c'est pas une demande qui est extrêmement forte aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler dessus, mais c'est pas officiellement en production. Après, en fait, dans l'idée, c'est assez simple à intégrer parce que c'est une histoire de carte réseau. Et du coup, on peut se mettre dessus si jamais il y a une priorité commerciale. Mais ça va dépendre en fait de ce qu'on va vouloir faire en termes de détection. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut être intéressant de le faire, c'est de passer par un network packet broker qui lui va peut-être filtrer et trier, on va dire, les éléments qu'on veut monitorer en fonction du coup de ce qu'on veut faire. Donc peut-être que l'idéal, ce serait d'utiliser un routeur, un network packet broker, et après derrière une sonde et un manager pour justement monitorer ces flux-là. Après, si Monsieur Diop, vous avez une question ou un projet de déploiement, etc., je pense qu'on peut éventuellement se caler un point et voir à quel point, à quelles échéances votre projet il est et voir comment on peut intégrer ça, nous, de notre côté. Je vous en prie. Oui, bonjour, Y a-t-il des monsieur personnes Alexandre. Ah, alors, Anas, je vous en prie. Oui, donc bonjour, monsieur Alexandre. Je vous remercie pour la présentation. C'est la première fois que j'assiste à l'une de vos présentations, que je découvre Gatewatcher. J'ai une question un petit peu très générale. Donc, j'ai compris que la solution, elle permet, grâce à des techniques très poussées, combinant le machine learning et le malware analysis, de détecter les menaces sur un réseau. Maintenant, est-ce que cette solution, elle permet aussi d'agir et de bloquer, ou bien elle se contente de détecter et de notifier via un SIEM ou via d'autres techniques d'alerting? Alors, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, donc, la solution, elle va faire donc, par défaut que de la détection. Et en fait, ce qui est intéressant par contre pour la partie réaction, c'est qu'on va avoir une API qui justement est présente pour mettre à disposition tous les éléments qui ont été détectés. Et en fait, ce qui va être bien, c'est qu'avec cette API-là, on va pouvoir utiliser n'importe quel serveur tierce pour récupérer du coup les différents éléments intéressants. Par exemple, sur un malware, on va récupérer son hash, son nom, etc. On va récupérer ces éléments-là et on va les fournir en entrée à un autre système, que ce soit par exemple un EDR, un antivirus ou autre. On va pouvoir automatiser la réponse à un incident, entre guillemets, à travers l'API, du coup, en venant régulièrement récupérer les dernières menaces trouvées et en récupérant les bons champs et en les envoyant aux bons éléments de sécurité qui sont présents, que ce soit Firewall, que ce soit IPS, que ce soit EDR, enfin voilà. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'avoir une API qui est complètement ouverte et qui, du coup, peut s'interfacer avec l'ensemble de l'écosystème parce que, du coup, on est complètement agnostique par rapport à ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il des personnes qui veulent que l'on revienne sur un slide en particulier, sur des schémas, sur des peurs Oui, allô, bonjour Damien à l'appareil. Je réagis un petit peu sur la question de Khalid Douif juste avant. Est-ce que vous avez des clients qui font réellement ça, de s'interfacer avec un EDR, un firewall pour faire la remédiation? Parce que j'ai un peu de mal à me représenter comment, dans la pratique, ce que ça va donner, quoi. Imaginons qu'on ait une détection, ok. Comment ça se passe? Donc l'EDR va utiliser, donc imaginons qu'on ait un EDR qui puisse utiliser une API pour aller chercher des informations. Vous, qu'est-ce que vous préconisez peut-être en fonction de la criticité de la détection?
de quelles sont les actions que peuvent faire un EDR, un firewall, par exemple, pour faire la médiation et quel est votre retour d'expérience là-dessus? Alors, par exemple, hein, sur la partie malware, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le hash du fichier et son Ouais, nom, et après, on va le fournir à l'EDR, et l'EDR, derrière, il va dire, OK, bah, bloque-moi l'exécution de ce fichier-là, comportant tel hash et tel nom, et du coup, sur l'ensemble de mon parc. Et donc ça va être un cas d'usage assez intéressant parce que ça va empêcher la propagation derrière, du coup, d'un malware. Ça peut être quelque chose. Euh, Pareil sur la partie, un autre exemple, c'est sur la partie DGA, enfin détection de CNC du coup inconnu, avec les algorithmes de DGA. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer bah, les niveaux de probabilité les plus élevés, qui sont supérieurs par exemple à 98% ou autre, et récupérer donc les noms de domaine, et après les envoyer à un firewall et lui dire, OK, bah, je bloque toutes les communications qui vont vers ce domaine ou l'IP associé à ce domaine, etc. Donc, du coup, ça va vraiment être ce genre de choses qu'on va pouvoir faire à travers l'API, parce qu'on va pouvoir récupérer en fait tout ce qu'on a détecté directement avec l'API. Donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on peut faire. d'accord. Et Merci pour. après, C'est vrai que ça me parle plus comme ça. Ouais. ok. Et après, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut après mettre des critères, par exemple sur la partie malware, bah, peut-être qu'un malware aujourd'hui qui est détecté par un des moteurs antivirus sur 16, c'est un petit peu faible. D'expérience, on sait qu'il peut des fois y avoir des fichiers qui, sur un moteur antivirus, bah, Mm. peuvent sonner. Donc on va plutôt mettre une barrière, si vraiment on veut faire du blocage, à 3 sur 16. Là, on est quand même sur... là, il n'y a plus trop de doute, parce que bon, trois malwares, enfin 3 moteurs antivirus qui détectent un malware sur les 16, c'est quand même, le risque, il est quand même assez peu probable que ce soit un faux positif. D'accord. Ouais. Enfin, voilà. Donc l'idée après, ça va être de jouer sur les critères qu'on va avoir, et c'est pareil pour la partie cyclo. Cyclo, on va avoir des niveaux de sévérité qui sont présents, et du coup, en fonction de ça, bah, on pourra faire une sélection sur bah, les niveaux les plus critiques, sur les niveaux majeurs, les niveaux mineurs, enfin, bon, ça va pas tant sur du mineur, mais justement, l'idée, ça va être d'éviter d'automatiser de façon trop brute la réaction sur des alertes qui seraient peut-être pas forcément des véritables alertes, quoi. D'accord. Ok. Très bien, merci pour la réponse. Ça me parle beaucoup plus comme ça. Ok, Merci. je vous en prie. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, parce que franchement, on est là pour ça. Alexandre, est-ce que toi, tu veux laisser tes coordonnées, peut-être? Je sais pas comment ça se passe en général, mais Non, c'est pas l'objet de cette réunion, c'est vraiment une présentation technique. De toute façon, vous avez nos coordonnées si vous êtes inscrit au webinaire. Vous êtes enfin, je pense d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir une adresse email. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, donc même après coup, hein, pour revenir sur ce sujet ou sur d'autres. Mais je préfère là vraiment qu'on laisse la parole aux gens qui sont encore avec nous, savoir si après quelques minutes, il y a des sujets dont vous voudriez encore parler. ok. Il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus d'intervention, on va dire qu'à -5, on arrête on arrête le webinaire et on vous donne encore 3 minutes pour vous écouter.
Pour rebondir, il y a quelque chose qui me vient en tête sur la partie routeur à 100 Go. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les routeurs et même les switches en général, hein, ils sont pas forcément en capacité de recopier du trafic à ces débits-là. En général, aujourd'hui, les switches, même les routeurs, hein, au-delà de quelques gigas, ils commencent à dropper des paquets. Et du coup, c'est pas forcément le plus adapté et idéal de positionner, enfin, de faire de la copie de trafic à ces débits-là avec une solution logicielle qui est intégrée du coup dans les routeurs ou des switches. À ce moment-là, il faut vraiment utiliser voilà, des network packet brokers ou des taps qui sont vraiment dédiés à cet usage-là. Comme ça, on est vraiment sur une solution physique et pas une solution logicielle. Et puis toujours pour continuer sur la partie routeur, parce que du coup j'ai pas mal de réflexions qui me viennent, c'est qu'en général, on préfère qu'il y ait du filtrage qui soit fait par, bah, on va dire, les éléments de sécurité qui peuvent être déployés dans le sens où nous, on a vraiment, on va travailler sur la copie du trafic réseau, on va pas faire de blocage. Donc l'idée, ça va être de nous positionner avec le niveau de sensibilité le plus élevé. Et donc du coup de se mettre à côté, après les firewalls, après bah, peut-être les WAF, les IPS et compagnie, de façon à avoir bah, les flux qui soient complètement nettoyés et d'identifier que les menaces qui seraient laissées passer par l'infrastructure de base. Donc c'est ça un petit peu je pense le plus adapté, même si après on peut très bien positionner une sonde euh, avant le filtrage d'un firewall pour voir de quoi on est la cible, par exemple. Merci Bruno, bonne journée. Et une autre question de ma part, Jérôme Sivry encore. Le fait de capturer du trafic sur la partie extérieure d'un firewall par rapport à celle qui peut être sur une partie interne, ce positionnement-là, il est en fonction de ce que l'on veut voir ou de la charge peut-être du firewall qui va recevoir beaucoup de trafic sur la partie externe et donc plutôt mettre de la capture sur la partie interne. Bah, en fait, il dépend vraiment de ce qu'on veut voir, dans le sens où si on se met du coup bah, à l'extérieur, on aura toutes les menaces enfin, dont on est la cible. Et du coup, c'est peut-être pas forcément le plus judicieux dans le sens où après, derrière, d'un point de vue sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien si on veut voir de quoi on est la cible, hein, si le but c'est ça, c'est très bien. Mais si derrière, c'est d'exploiter et de voir de quoi on est victime, donc ce qui est laissé passer justement par le firewall, bah, faut pas se positionner ici. Donc, tout dépend de ce que vous voulez voir, mais en général, on est plutôt positionné après le firewall qui du coup va faire son filtrage. Et du coup, on voit ce qui est laissé passer. Et donc, du coup, on peut après derrière identifier bah, si on est bah, potentiellement, potentiellement vulnérable à tel ou tel type de menace. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, juste une petite question. C'est que les sondes, elles permettent de capturer les événements, mais aussi les flux. Alors, en gros, elles permettent de capturer les. Donc, en gros, alors, elles permettent de générer des alertes, vraiment, donc sur la partie voilà, menaces, etc. Et après, elles permettent de générer des métadonnées. Donc, c'est pas du flux au format PCAP, peut-être comme c'est ce qui est sous-entendu. Elles permettent de générer, en gros, des éléments, des transactions DNS et de dire, OK, bah, telle machine-là, elle a fait une requête DNS pour résoudre, je sais pas moi, google.com à telle heure. Pareil pour TLS, cette machine-là, elle a une connexion TLS vers tel nom de domaine, et du coup, on retrouve le nom de domaine, le SNI, donc, qui est présent dans la négociation de TLS. Euh, on ne génère pas de flux au format PCAP. On peut le faire si jamais on le souhaite, on peut capturer des choses, etc. Mais on ne va pas générer un ensemble de PCAP sur l'ensemble des flux, etc. Si jamais on le souhaite, on peut avoir une investigation plus poussée sur une sonde et capturer le flux au format PCAP, mais ce n'est pas forcément comme ce qui était sous-entendu dans la question. D'accord, merci.
C'est bon pour toi, Alex? Je pense que, a priori, je pense qu'on fait le tour des questions. Je pense qu'on peut arrêter. Ok, en tout cas, merci pour le temps et l'écoute et les questions. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a besoin. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, messieurs. Très bonne journée à tous. À très bientôt.